Bon, écoutez, alors on va essayer de faire en reprenant le programme, même si j'ai manqué par cause de l'avion la première conférence. Bon, qu'est-ce que je retiens de tout ce qui a été dit sur Giuseppe Peano? le, D'abord, je suis frappé, et déjà je l'avais été l'année dernière, par l'intensité des relations entre Français et Italiens à cette époque-là. D'abord, le texte que j'ai commenté était écrit en français. Le- et puis, il y a quand même beaucoup de textes de lui qui sont en français. Il y a ce qui a été évoqué le premier jour, c'est-à-dire les échanges entre enfin, Coutura, Borel, Berlebec d'un côté et Peano. Et si j'ai si j'ai bien compris, bon, si j'ai bien compris, Ber et Lebègue étaient fortement opposés à Peano. Est-ce que je me trompe? Par contre, Borel, c'est différent. Et il y a, bon, d'ailleurs, bon, j'aurais dû relire les fameuses échanges de 5 lettres entre Borel et Lebègue. Euh, Autant que je sache, par ce que j'ai lu, par exemple, de la correspondance de Lebègue qui a été publiée il n'y a pas très longtemps par la Société mathématique de France, je ne pense pas que Lebègue était un personnage sympathique. Euh, bon, il y a eu aussi, bon, pour Lebègue, bon, il y a ce paradoxe qui est ce que j'appelle parfois le syndrome Nobel, c'est-à-dire que quelqu'un parvenu à un moment de sa carrière où il a l'impression de dépasser ses capacités ou d'être ne plus être capable de revenir au même niveau, bon, devient quand même beaucoup moins productif dans sa seconde phase que dans la première. Et c'est ce qui s'est passé très nettement avec Lebesgue. Lebesgue, bon, la création de l'intégrale de Lebesgue, précédée par la théorie de la mesure de Borel, ne l'oublions pas, c'est Borel, Lebesgue qui sont les créateurs, mais enfin bon, c'est Lebesgue qui a créé l'intégrale, et c'est un outil absolument extraordinaire, mais qui n'a été enseigné quand même régulièrement en France que vers 1960. Fait des premiers. Quand j'ai enseigné l'analyse au niveau L3 aujourd'hui, bon, troisième année d'université, et que j'ai commencé par parler de l'intégrale de Lebesgue, c'était une nouveauté. C'était une nouveauté. Bon, non. Ouais, mais Lebesgue, ensuite Lebesgue, une fois qu'il était au Collège de France, en fait, il a encore fait quelques articles intéressants sur les séries de Fourier, l'application de l'intégrale de Lebesgue aux séries de Fourier, mais une fois au Collège de France, il n'a pratiquement plus fait grand-chose. Et c'était bon, le dernier de ses cours, c'était sur la théorie des coniques en 42 ou 43 pendant la guerre, qui a été rédigé par son unique élève à l'époque qui s'appelait Madame Félix. Bon, mais enfin, c'est quand même pas une contribution importante aux mathématiques du XXe siècle. Non, mais je dis que c'est peut-être un peu de la petite histoire, mais je veux dire que je pense qu'il y avait il y avait quand même, je dirais, une incompréhension qu'on peut appeler politique entre Lebesgue d'un côté et Peano de l'autre. Alors que la réception des idées de Peano par Borel était beaucoup plus enthousiaste. Est-ce que je me trompe? Bon, je n'ai pas revu cette histoire récemment. Si je me trompe, qu'on me corrige. Bon, ensuite, là, qui a... Bon, d'abord, l'œuvre de Peano, c'est clair qu'elle est très vaste. Elle est très vaste. Bon, bon, ma mission était de parler le, le formulario, de parler du formulario,
Bon, mais c'est clair que ça ne résume pas. Puis ce qui a été dit, c'est moi ce qui m'a frappé, c'est que justement, le formulario n'est pas qu'un projet mathématique. Que le formulario ne prend son sens que dans Giuseppe Peano, considéré comme linguiste. Bon, j'ai mentionné latine sine flexione, etc. Bon, ça a été fort bien expliqué hier. C'est fort bien expliqué hier tout le rôle, la recherche de Peano justement dans son formulario, c'est quand même d'abord une recherche linguistique. Puisque c'est la recherche, il le dit bien, il le dit avec fierté, que c'était le projet initial de Leibniz et j'y ai réussi. Et ça, mais enfin, c'est pas, essentiellement, c'est vrai. Et donc, et j'ai entendu dire qu'à la fin de sa vie, certains parlaient du gâtisme ou sénilité de Peano, justement par son obsession sur le langage, etc. Peut-être sa recherche d'une langue internationale, mais il n'était pas. Attendez, il faut le replacer dans un courant. Je veux dire, la recherche d'une langue internationale, c'était tout à fait d'actualité au début du XXe siècle. Et il y a le Volapük, il y a l'espéranto, il y a un certain nombre d'essais. Et d'ailleurs, Kant lui-même y avait songé. Donc, et Leibniz y avait songé. Donc, c'était pas un projet du tout artificiel. Et c'est vrai que le début du XXe siècle, c'est le début d'une nouvelle structuration des relations internationales, avec la réalisation que, surtout au moment où les Américains entrent en guerre en 1917, avec la réalisation du fait que le monde n'est plus l'Europe seulement. Et que donc les problèmes qui se posent à l'Europe, bon, c'est assez frappant que les deux essais les plus poursuivis de langue internationale, c'est-à-dire l'espéranto et le volapük, c'est quand même une espèce de mise en commun du fond des langues indo-européennes. Il n'est pas question des autres langues, bien sûr. Et d'ailleurs, à l'époque, enfin, bon, Peano ignore le développement de la science en Inde ou en Chine, enfin dans les traditions asiatiques, mais c'est pas un reproche qu'on peut lui faire. Parce qu'à l'époque, c'était très loin des préoccupations. Et je n'oublie pas quand même que le grand livre de la mathématique chinoise traditionnelle, l'équivalent d'Euclide, des 9 chapitres, ont été publiés en France n'ont été publiés que dans les années 70 ou 80. Donc, alors, l'universalité, bon, c'est clair que chez lui, il y a un sens de l'universalité. Universalité, évidemment, nous la comprenons dans un sens plus restreint parce que nous savons qu'il y a d'autres continents et nous savons aujourd'hui que, bon, dans le genre un peu pompeux, c'est le fameux essai de Valéry en 1918, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. Bon, c'est plutôt la réalisation qu'il y a d'autres civilisations que notre tradition, disons, européenne. Donc, moi, je vois, pour moi, ce qui a été dit me dessine un portrait d'un Giuseppe Peano qu'on peut mettre dans le camp progressiste, je pense. Je me trompe, vous me contredirez. Bon, c'est ce que j'ai retenu en tout cas de tout ce qui a été dit ici. Alors, bon, la langue, enfin le projet linguistique, bon, on en a vu une résurgence ce matin avec l'exposé d'Andreatta, où on essaye, enfin bon, le projet de langue universelle essaye de s'étendre vers la musique. Et effectivement, j'ai été très frappé ce matin de constater que la musique est une autre forme de langue universelle. Et la petite anecdote que je disais sur ma petite fille de 2 ans qui n'avait pas eu besoin d'apprendre le rythme, mais qui avait vraiment
C'est pas le seul exemple, hein. Je prends ma petite fille parce que je l'ai observé, mais c'est tout. Mais c'est un exemple banal, et on sait bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont de manière innée le sens du rythme. Et ceux qui sont en contact avec des jeunes enfants, tous les éducateurs des jeunes enfants savent que c'est une caractéristique très personnelle. Parce que même dans une même famille, on peut voir un enfant qui a extraordinairement le sens du rythme et le sens inné de la musique, et un autre qui ne l'a pas du tout. Alors justement, le problème, c'est inné. Je viens de dire inné, qui est un sujet délicat, Et justement, ça nous ramène au débat linguistique autour de Peano. Je veux dire, est-ce qu'un langage, est-ce qu'il y a un langage, je veux dire, un langage symbolique, qu'il soit écrit sous forme algébrique ou qu'il soit musical, est-ce qu'il y a vraiment un langage universel? Ça, c'est un problème que je serais bien en peine de résoudre, bien sûr. Mais en fait, tous ces essais de langage universel, de langage rationnel, ça repose quand même sur l'idée que quand on est ramené à une certaine forme d'évidence, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit auditive, etc., là, on accède à ce qui est l'héritage commun de toute l'humanité, et donc on peut se faire comprendre. C'est ce que disait Peano. Il faut réduire toute la science mathématique, par exemple, à un dictionnaire minimum sur lequel les deux personnes qui parlent des langues différentes peuvent s'entendre, et ensuite ce qui est écrit, ils n'ont plus qu'à suivre le symbolisme et appliquer les règles, et du coup, bon, ensuite ils se le diront, et le diront dans leur langue propre, avec les flexions. C'est important. Bon, alors, est-ce que tout ça est un magnifique programme? Est-ce que nous pouvons encore l'accepter aujourd'hui? On peut en débattre, je crois. C'est pas. Nous avons une vue beaucoup plus large du monde au début du XXIe siècle qu'on l'avait à la fin du XIXe. Bon, on était quand même très européocentriste, mais je veux dire, ce qui m'a frappé dans Peano, c'est que l'Europe existait en ce temps-là. Je veux dire, enfin, l'Europe des intellectuels, et que en particulier, bon, les échanges entre Français, on l'a vu l'année dernière avec Volterra, mais les échanges entre Français et Italiens étaient très, très, très solides au début du XXe siècle, mais les échanges entre Allemands et Italiens n'étaient pas moins profonds. Les échanges entre Français et Allemands n'étaient pas moins profonds malgré les difficultés politiques. Et n'oublions pas que Poincaré en particulier, il a été toujours frappant parce que Poincaré suivait attentivement les publications mathématiques allemandes. Bon, il y a eu cette querelle avec Klein, cette querelle essentiellement de priorité avec Klein, qui est désastreuse pour tous les deux, je pense. Mais moi, j'ai toujours été frappé que dans le livre de Poincaré, son cours sur les probabilités, il y a quelque chose d'extrêmement novateur, c'est-à-dire l'invention, la première manifestation des cheminements aléatoires sur un groupe. Et Poincaré dit: je m'appuie sur les découvertes de Monsieur Frobenius, c'est-à-dire l'algèbre de groupe. Très, très algébrique et très abstraite, l'algèbre de groupe. Bon. Et il en tire parti. Or, Poincaré, dans quelques semaines, je parlerai de Poincaré, la théorie des groupes à Strasbourg, et il a toujours été très proche, le travail de Sophus-Lie, le travail de Klein, tous les prolongements, il en était très très proche. Donc, c'est certain qu'il y avait une Europe, et je pense que Peano est un bon citoyen de cette Europe du début du 19e siècle, début du 20e siècle. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu d'un certain nombre des exposés ici. Bon,
Bon, et en plus, bon, cet échange, bon, ce que Charles a dit sur l'influence de Grassmann sur Peano, c'est un autre exemple de cette interaction. Et même l'Europe à cette époque-là s'étend jusqu'à la Russie, puisque Tchébychev, par exemple, Tchébychev, sans parler de Lopatchevski, Tchébychev, sans parler de Lopatchevski qui était moins connu en Occident, mais enfin bon, quand même. Mais Tchébychev a une très grosse influence aussi. Or, il est encore pu le constater à Moscou il y a quelques semaines, il est encore vénéré comme le créateur de la physico-mathématique dans son pays. Et justement, bon, et là, ça pose le problème de la comparaison des différentes traditions, parce que si, même aujourd'hui, moi je sentais, quand j'étais il y a 2 semaines à Moscou, je sentais bien que même si nous parlons le même langage, même si nous avons les mêmes préoccupations, l'héritage compte. Et la manière qu'ont les mathématiciens russes de voir leur science n'est pas tout à fait la même que nous. Et en particulier, il y a eu dans les années 30 ce divorce assez dommageable entre physique théorique et mathématiques. C'est un dialogue un peu... Bon, les derniers éléments du dialogue, bon, j'enlève Hermann Weyl, qui lui était vraiment... il ne savait pas s'il était philosophe, mathématicien ou physicien, plutôt il était les trois. Mais en dehors d'Hermann Weyl, qui est très spécial, je veux dire, en France, il y a eu une césure, une coupure qui a été très dommageable et qui ne s'est guérie que dans les années 80. Or, justement, un des éléments qui a permis la réconciliation, c'est l'afflux des réfugiés russes à partir des années 70. Bon, Omov et autres. Bon. Donc, ce qui me frappe, donc, c'est qu'à la fois, il y a un esprit européen, bon, la vie Peano illustre bien un esprit européen, et en même temps des différences de tradition qui sont plus que des nuances, et qui en fait nous enrichissent tous. Bon, c'est pas au lieu d'opposer des traditions, il faut pas les opposer, mais il faut les réaliser comme complémentaires. Mais elles marquent encore, même aujourd'hui, elles marquent encore, je dirais. Bon, voilà un peu tout ce que je retiens de ce qui a été dit sur Peano. Bon, alors je n'ai pas parlé de Peano philosophe. Bon, Charles en a parlé avec pertinence, mais et je suis moins proche de pas fréquenter cet aspect-là. Donc, ce que je retiens, c'est ce qui m'a été plus proche, c'est à la fois le piano mathématicien, piano logicien et piano linguiste. Philosophe, je dois avouer que je suis moins compétent. Enfin, voilà à peu près ce que je retiens de ces 3 journées, et qui me semble vraiment tout à fait conforme à l'esprit de ces rencontres, qui est d'honorer, pas de manière formelle et fictive, d'honorer les grands noms de la science italienne, mais on les resitue. Le but, c'est pas de faire une statue de plus, il y en a plein à l'entrée, des statues. On peut faire une statue de Peano dans l'entrée, j'ai pas vérifié qu'il n'y en avait pas, mais enfin bon, ça n'est pas très très important qu'il y ait une statue de plus, mais l'important c'est que il y a un esprit et qu'il y a quand même toute une école italienne extrêmement riche, et je crois que si on continue ce programme, on aura encore de nombreuses années avant d'épuiser tout l'héritage pas toujours très bien compris aujourd'hui des mathématiques italiennes. On a déjà fait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Enriquez, Rota, Ricci, et puis Volterra. Volterra.
Peano, je sais pas, on en oublie peut-être un. Mais Bon, mais je pense que je ne peux que vous encourager, je peux qu'encourager les divers responsables de cet Istituto Veneto et leurs correspondants français à continuer ces rencontres parce qu'elles me semblent très, très, très fécondes. Alors j'ai remarqué aussi, bon j'ai remarqué aussi que personne n'a parlé anglais ici. Oh, il y a eu quelques citations de temps en temps en anglais. Personne n'a parlé anglais et que bon, la plupart de ceux qui sont ici sont bilingues, italien, français, que je suis francophone et je fais semblant de temps en temps de comprendre un peu l'italien, mais enfin bon, assez quand même pour suivre les discussions et profiter des exposés au moins à 80%. Bon, bah écoutez, je pense que voilà comment le résumé que je me fais de ces journées et qui pour moi est très positif. Dans la suite de ce que tu as dit, cette rencontre autour de Peano, qui rentre dans le cadre, la perspective, la façon dont on envisageait une forme de réédification. Parler de statues, on n'a pas besoin d'en édifier des statues, mais se retrouve encore avec Peano au sens d'une confirmation de l'interface d'abord sciences-lettres. Ça, c'est fondamental. Istituto Veneto des Scienze Letterarie. Sciences, lettres, art et art. On avait la musique cette fois. Donc il y a bien une confirmation de cette interface qui est important, évidemment, mais aussi d'interface France-Italie, parce que effectivement on parle français et italien, ce sont les deux langues principales de ces rencontres, mais pour revenir sur ce qui a été développé dans le programme, on a vu la place importante qu'occupaient des mathématiciens, logiciens comme Peano, mais pas seulement, Enriquez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a déjà réfléchi sur lui, Fano, Padoa, Vailati, l'importance qu'avait à l'époque, et qu'on essaie de restituer, une revue comme la revue de métaphysique et de morale, qui était la plaque tournante, le centre d'échange entre Hadamard, Maximilien Winter, Enriquez, Peano, et voilà, comment dire, Poincaré évidemment, et on voit bien en quoi une revue, qui était une revue de lettres, attribuait une place à la science généraliste, donc pour un public large, pouvait en même temps être le lieu d'un débat extrêmement fort d'un point de vue philosophique. Dans les colonnes de la revue, on trouvait des germes philosophiques qui permanent, qui se poursuivent et qu'on peut étendre. Ça me semble une chose vraiment importante. D'autre part, tu as insisté sur l'aspect qui a été traité par Gabriele Lodi, l'aspect linguistique, grammatical de l'œuvre de Peano. Je pensais simplement à une chose, c'est que cette idée d'espèce de langue universelle, Olapuco de l'espéranto, je pense qu'on peut le lier à une question qui était très actuelle contemporainement à cette entreprise-là, c'était la question de l'unification de la notation, du formalisme vectoriel. Ça a été une période où il y a eu des congrès internationaux, fondamentalement européens, pour arriver à une unification de la notation vectorielle, qui était une jungle entre les Hamiltoniens, Hamilton, Grassmann, Gibbs, etc. Et ça a été un lieu de débat très important sur ce que signifie une notation mathématique, ce que signifie
la conception de matérialité symbolique permettant d'exprimer une théorie mathématique dont on savait qu'on imaginait qu'elle était quand même unifiée, mais dont la notation était absolument quasi incompréhensible. Et ensuite, pour le calcul tensoriel, par exemple, puisque Lichnerovitch, avec son traité de calcul tensoriel, dans les années 50, a écrit ce livre qui a été lu par tous les physiciens relativistes, etc., à usage personnel, parce qu'il ne s'y retrouvait pas aussi dans cette espèce de confusion des notations, et donc ça a été aussi un effort d'unification et de progrès dans les recherches mathématiques. Donc, moi, je dois dire qu'en plus, je trouvais que chaque intervention se sont complémentées, convergeant vers la figure de Peano, mais débordant largement Peano et amenant à des questions qui sont extrêmement actuelles. Donc on l'a vu avec Moreno Andreatta, remise en question de certains poncifs, de certaines préconçues sur divers aspects de la philosophie. Donc voilà, en gros, on va dire que je suis très satisfait de cette tenue, de ce colloque, et puis j'espère qu'on pourra continuer. C'est pas ce qui manque. On a encore beaucoup de mathématiciens, physiciens, scientifiques italiens, je ne parle pas des philosophes, pour encore des années des rencontres à l'Institut Veneto. Donc, en tout cas, moi je tiens à remercier particulièrement l'Institut de nous accueillir depuis, ça fait la 6e rencontre, et avec avec un accueil de telle qualité. Donc, remercier à nouveau. Et vous remercier aussi d'avoir accepté de participer à ces rencontres avec chacun votre approche importante.